Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va parler LinkedIn puisqu'on est avec Justin et Mathieu. Comment ça va les gars? Ça va très Bah, bien, merci. ça va, super. Merci pour l'invitation. Pas de rien. Antoine, ça va aussi? Ouais, salut, salut Mathieu, salut Justin, salut Paul. Très content de vous recevoir et de pouvoir avoir cette petite discussion LinkedIn avec vous. Ouais, clairement. Donc pour ceux qui vous connaissent pas, évidemment, je vous demanderai de vous présenter rapidement après, mais vous êtes vraiment expert sur cette partie-là puisque vous travaillez chez Linker, du coup une agence spécialisée pour le coup LinkedIn. Et c'est vrai le but, ça va être de vous soutirer un maximum d'informations sur des tips actionnables. Tu vois, dans l'audience, je pense qu'il y en a qui veulent s'essayer un peu à LinkedIn, qui n'y arrivent pas, qui comprennent pas trop les codes, parce que c'est quand même un réseau, on va dire, assez atypique par rapport à d'autres réseaux. Les codes sont pas forcément les mêmes, etc. Donc le but, ça va être de démystifier tout ça. Juste avant, je fais un petit rappel sur les performances du podcast. Du coup, on approche les 1800 abonnés sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter. On est toujours à 107 notes 5 étoiles sur Spotify. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'évaluer l'émission. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Je sais que c'est pas forcément évident sur Spotify, c'est pas ce qu'on a forcément en tête, mais on peut le faire. C'est l'occasion pour vous de poser des questions SEO digital, on y répond. Je vais mentionner les trois sponsors aussi du podcast avant de commencer l'épisode sur LinkedIn. On a donc Tot SEO, Odeswitch et Linkuma qui sont les trois marques qui nous soutiennent. On les remercie. Odeswitch, c'est plutôt du coup pour la partie hébergement web, qualitatif français. Linkuma, c'est plutôt pour acheter du coup des backlinks pour pas trop cher à partir de 7 euros le lien. Et Tot SEO, c'est si vous souhaitez faire votre SEO et avoir une aide, un assistant en fait sémantique, intention de recherche sur cette partie-là. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Du coup, pour commencer, j'aurais une question pour toi, Mathieu. Est-ce que tu peux nous raconter en fait dans les grandes lignes l'histoire de Linker, du coup l'agence que tu as fondée? Ouais, ben, avec plaisir. Du coup, effectivement, Linker, c'est une agence que j'ai fondée il y a 3 ans, à la sortie de mes études. On a rejoint rapidement le groupe Kudak, qui est un groupe d'agences indépendantes spécialisées en digital, donc de 5 agences. Euh, on est une quinzaine dans l'équipe aujourd'hui, avec un mix entre CDI et freelance. On est 80% de CDI. Justin, qui est ici présent, nous a rejoint il y a un an. Il est consultant typiquement LinkedIn. Aujourd'hui, on a deux activités stratégiques pour Linker. La première, c'est l'accompagnement des dirigeants et des marques sur LinkedIn. Et Mhm. la deuxième, c'est l'accompagnement dans les relations presse et publiques, dans les médias. Donc voilà, aujourd'hui, on fait ça. On a accompagné un peu de 150 clients sur trois typologies, start-up, grands groupes, corporate et beaucoup de boîtes du B2B, tu vois, Ok, qui sont des agences, des TPE, PME, des ETI. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. ok, trop cool. Une belle petite histoire. Je pense qu'on en reparlera peut-être si on a le temps, mais à mon avis, vous êtes arrivé aussi à un bon timing au moment où peut-être LinkedIn devenait tendance, mais pour autant, il n'y avait peut-être pas énormément d'experts à ce niveau-là. Mais super intéressant. Et bah, du coup, j'ai une question aussi pour toi, Ouais. Justin. Bah, pourquoi t'être spécialisé du coup sur LinkedIn, un peu sur cette verticale-là? Est-ce qu'il y avait des trucs qui t'attiraient particulièrement? Moi, ça s'est fait un petit peu par hasard. Avant, je travaillais en banque et j'ai démissionné. Je suis parti à l'île Maurice et c'est là où je me suis lancé en indépendant à la base pour créer des sites internet. Et en fait, je Ok. communiquais un peu sur mon parcours sur LinkedIn où je postais tous les jours. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu une personne qui m'a contacté aussi pour écrire son contenu, puis deux, puis trois. Et après, c'était beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, je me suis spécialisé naturellement sur LinkedIn. Ok, ok, ça marche. Et j'aurais du coup une autre question un peu plus pratique. Pour entrer un peu dans le concret directement, pour vous, c'est quoi un bon profil LinkedIn et quelles sont un peu les grandes étapes pour optimiser un profil? Comme ça, je me dis, on part un peu de la base, on parlera après des contenus, etc., de la stratégie de contenu, mais déjà le profil, est-ce que vous avez comme ça des tips qui vous viennent en tête? Moi, j'y Vas-y, vais, Mathieu, et tu vas-y, compléteras vas-y. Enjoy, enjoy. si besoin.
Grosso modo, un profil LinkedIn, en fait, c'est un peu comme une page de vente. Donc, tu vas avoir plusieurs étapes sur cette page. Déjà, t'as la partie visuelle, où là, c'est ta bannière et ta photo. Aujourd'hui, c'est indispensable parce que c'est ce qui fait que la personne va rester d'abord sur ton profil. Donc, il y en a notamment, il y a plusieurs profils qui sont hyper spécialisés dessus, où tu peux avoir une charte graphique, tu peux avoir des Mm. mascottes, tu peux avoir bah, comme Antoine est là, typiquement avec son singe. Tu peux avoir plusieurs trucs, points comme ça. Ensuite, à la phrase d'accroche, la tagline. Donc ça, c'est la petite phrase qui sera juste en dessous de ton profil. Et lorsque tu vas poster, commenter, on va le voir aussi. Grosso modo, dans cette phrase, il faut qu'on sache qui tu es, ta preuve sociale et ta valeur, enfin ta proposition de valeur. Une fois que tu as ces trois points-là, c'est la meilleure phrase. Quand tu descends un peu ensuite sur ton profil, tu as la partie sélection. Donc sélection, c'est là où tu vas pouvoir soit mettre en avant tes posts, mais aussi mettre en avant tes offres. Souvent, il ne faut pas en mettre plus qu'une ou deux pour que ça prenne bien l'espace sur le profil. Donc tu peux mettre un CTA, hein, comme une prise de rendez-vous, ton site web. Vous, typiquement, vous pouvez mettre un lien vers votre chaîne YouTube, vers le podcast. C'est tout ça. Et après, il y a bien sûr la partie optimisation, donc avec les infos. Les infos, c'est un peu comme une page Wikipédia où le but, ça va être de résumer un peu ce que tu fais assez rapidement dans les grandes lignes pour déclencher un rendez-vous. Et après, c'est toute la partie expérience, recommandation, où là, bah, le but, c'est de mettre justement le maximum de mots-clés aussi pour à la fois comprendre ce que tu fais et surtout quand on tape dans la recherche LinkedIn ou même sur Google, que ton profil LinkedIn ait plus de chances de remonter. Dans les grandes lignes, pour Ok, faire simple, c'est un bon profil. ok. Bah là, j'ai une Ouais, j'ai. question. Donc déjà, ah oui, Mathieu, tu voulais compléter? Non, non, je te disais, non, j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est très clair. Et pour revenir sur ce que disait Jus, tu vois, enfin, vous voyez, parce que nous sommes quatre. Ce qui est vraiment important, c'est un bon positionnement et de la clarté. Tu vois, ça c'est vraiment la clé. Toutes les étapes qu'a mentionné Justin permettent d'arriver à ça. Mais les erreurs souvent qu'on voit là-dedans, c'est, tu vois, en fait, on comprend pas ce que fait la personne. Il n'y a pas de call to action. euh, et ça, c'est vraiment un problème. Ok, ok, très clair. Bah, merci pour ces tips-là. Est-ce que en tête, comme ça, c'était pas une question qui était prévue, mais est-ce que vous avez des noms de profils en tête qui sont vraiment optimisés sur la partie vraiment profil, quoi? Bah ouais, on a une tonne puisqu'on a déjà plus de 50 clients. On a plus de, enfin, bah, le mien, celui de Justin déjà. Euh, Franchement, une tonne. Enfin, je veux dire, tu veux un secteur en particulier, tu veux Non, non, euh, c'est plus Bah, pour avoir un exemple global pour les gens qui nous écoutent. Donc déjà, vos deux profils seront dans tous les cas sinon, dans la description. Donc mais sinon, pour faire simple, tu vas sur le classement Favicon, tu regardes par le secteur d'activité. Favicon, c'est un classement qui met en avant des créateurs de contenu par activité. Et souvent, s'ils sont dans ces classements, dans les 5-10 premiers, euh, c'est qu'ils ont un profil optimisé. ouais, ouais, c'est ok, maintenant quelque chose qui est très quand même démocratisé. On n'a pas beaucoup. C'est rare aujourd'hui que les profils soient vraiment mal optimisés. C'est possible, mais c'est plutôt sur des personnes qui démarrent dans la création de contenu, qui démarrent sur LinkedIn. Et donc, quand tu as des gens qui prennent la parole depuis plusieurs mois, etc., le profil est tout le temps optimisé, hein. Aujourd'hui, c'est de plus en plus démocratisé. du coup, les gars, la deuxième question vraiment spécialisée LinkedIn que j'ai pour vous, ce serait bah, qu'est-ce qu'un bon post LinkedIn, même si j'imagine c'est assez large. Donc pareil, je sais pas si Justin, tu veux commencer à répondre, Mathieu compléter ou l'inverse. Moi, je vais y Vas-y, Jules. aller. Mathieu complétera. Euh, Grosso modo, un bon post LinkedIn, c'est déjà savoir l'objectif du post. Parce que tu peux avoir un objectif de conversion, un objectif de visibilité. Tu as déjà cet objectif à savoir. Donc déjà, Hmm. pour savoir si ton post est bon, il faut savoir c'était quoi l'objectif du post. Une fois que tu as ça, bah après, c'est les règles typiques par rapport à cet objectif. Donc par exemple, pour un post de conversion,
bah, il faut mettre un CTA en avant, il faut qu'il soit court, etc. Mais globalement, un bon post LinkedIn, c'est un post qui a une bonne accroche, post qui est agréable à lire, qui est assez espacé, qui est simple. Tu vas pas dans des détails compliqués, etc. Sauf si tu fais une analyse de cas ou un use case, et un CTA. Pour faire simple, c'est Ok. ça un bon post. Et t'en penses quoi au niveau des visuels aussi, des photos, des carousels qu'on peut mettre? Est-ce que toi, tu recommandes d'en mettre systématiquement ou pas forcément? Ouais, bah moi justement, quand j'ai commencé LinkedIn, c'était beaucoup de storytelling et c'est comme ça qu'il y a eu des profils qui ont énormément augmenté. Aujourd'hui, le Hmm. storytelling, il est un peu plus bas, il a un peu le vent en descente parce qu'en fait, déjà parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs, enfin de créateurs sur LinkedIn, donc il y a beaucoup plus Ouais. d'offres. Mais forcément, pour se faire remarquer, pour moi, il faut toujours mettre une photo. Tu pourras voir typiquement les posts de Mathieu, ils sont tout le temps accompagnés d'un visuel dans 99,9% des cas. Mais un Mhm. visuel, ça peut être une photo, ça peut être un carrousel, une infographie. Les carousels qui marchaient moins avant, aujourd'hui fonctionnent de plus en plus. Les infographies, typiquement pareil, c'est ce qui fonctionne énormément. Euh, Tu peux avoir après aussi des sondages bon, qui fonctionnent un peu moins bien, mais il y a énormément de différents visuels, la vidéo. Mais en tout cas, ce que je conseille, c'est de l'accompagner toujours d'un visuel, parce que le visuel, ça Ok. permet, en fait, entre guillemets, c'est la deuxième accroche du post. Si la personne n'est pas arrête pas son scroll par ton accroche écrite, elle l'arrêtera par ton visuel. Hmm. Ouais, J'ai une complètement question. pour. J'ai une question pour Ah, Mathieu, du vas-y. coup, pour rebondir là-dessus. Euh, Quand tu parles de storytelling, Justin, j'imagine que toute la partie où on parle de soi, etc. Et je voulais savoir, Mathieu, justement, sur l'échelle de l'agence, vu que je sais que tu accompagnes des dirigeants, est-ce que tu trouves pas justement que c'est pas forcément adapté à un certain type de personnes, tu vois, quand tu diriges une boîte, que tu as des employés, que tu as des clients, je trouve que ça peut être un peu parfois, tu vois, je vais pas dire ridicule, mais tu vois, de mettre une photo de toi, tu sais, de raconter ta vie et finalement être super corporate, même si ça fait moins de reach, même si ça respecte pas l'école de LinkedIn, est-ce que c'est pas mieux, quoi, au final? Bon, effectivement, tout l'enjeu, il est de se dire comment est-ce que par ma création de contenu, je vais réussir à être plus visible, plus crédible et à atteindre, développer des objectifs qui sont business, que ce soit le recrutement, que ce soit de paraître expert, que ce soit d'avoir du lead. Bon. Effectivement, le sujet du storytelling, c'est que souvent on va se dire, en fait, j'ai pas envie de tomber dans le sketch. J'ai pas envie que ce soit ridicule, j'ai pas envie que ce que je fais, mes potes se foutent de ma gueule, que mes équipes me trouvent ridicule et que mes clients encore plus. Donc ça, c'est clair. Mais en fait, storytelling, faire un post storytelling, ça veut tout rien dire. Moi, je connais des directions du corporate, des RH de L'Oréal, qui fait des vidéos où il se filme dans les usines, où il explique en fait, comme ça en face cam avec son tel, il explique en fait l'histoire qu'il a avec tel dirigeant d'un pays et voilà. Je connais par exemple la CEO de Jonac, Lisa Nakam, qui se met beaucoup en avant pour incarner la marque, qui utilise beaucoup de visuels et beaucoup de photos. Mais elle le fait de telle manière à ce que ça raconte une histoire liée au business et du coup c'est intéressant. Donc en fait, moi je pense que tout le monde peut faire du storytelling, corporate, startup, agence, dirigeant, mais il faut bien le faire, il ne faut pas faire n'importe quoi et surtout il ne faut pas faire un truc où on se dit qu'est-ce que je suis en train de raconter. C'est ça l'enjeu. Mais si tu fais un truc qui te ressemble, qui est authentique et dont tu es content, vraisemblablement, c'est que tu n'es pas en train de faire n'importe quoi. Mais et tu vois, moi, par exemple, quand on fait des events d'équipe, parce que tu me posais la question, moi, sur mon compte personnel, tu peux voir que, comme disait Justin, 100% des cas maintenant, il y a soit de la vidéo, soit des photos, soit un format carrossé, une infographie, parce qu'aujourd'hui, en 2025 sur LinkedIn, avec l'explosion du nombre d'utilisateurs et de créateurs, tu es obligé d'avoir cette différenciation-là, sinon tu n'existes plus. Euh, mais moi, tu peux checker mes posts. Par exemple, tu vois, j'ai mis une photo avec Mine et Justin il y a, je crois, 2-3 semaines sur comment structurer une équipe en 100% télétravail. J'explique un peu l'histoire de la boîte et tout.
est-ce que c'est du storytelling, est-ce que c'est pas du storytelling? Il y en a un petit peu, hein. Ce à quoi tu fais référence, Antoine, c'est peut-être ce que pas mal de mes clients ou prospects appellent les posts un peu tarte à la crème, où tu as envie de te dire, bon, ça va aller 2 minutes, de raconter sa vie un peu pour rien. Mais ça, effectivement, je déconseille. Ok. Mais ça, je trouve, c'est un sujet vachement intéressant parce que tu peux vite tomber dans le piège quand tu commences à publier sur LinkedIn. En gros, il faut que je fasse un process où je dois faire un carousel semaine, un short semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait et ça marche du tonnerre parce qu'on est petit, tu vois, on est une petite boîte. Pareil, quand tu es freelance et tout, tu vois, tu as besoin de visibilité. Mais inversement, quand tu as déjà quelque chose de développé, est-ce que parfois c'est pas mieux justement de se mettre en retrait et d'éviter au maximum la visibilité pour pas avoir d'emmerde, entre guillemets, de bad buzz? Tu vois, typiquement un président, est-ce qu'il aurait intérêt à communiquer, tu vois, alors qu'en fait c'est marrant quand j'y pense parce que tu vois, il y a quand même une tendance sur X où tu vois que bah, même aujourd'hui, les Trump, les Elon Musk, ils communiquent comme des bourrins. On dirait qu'ils relisent même pas leurs tweets parfois. Donc, même pour les plus gros, à croire que oui, en fait, l'authenticité et le storytelling, ça marche, quoi. Euh, Bon, je pense que chacun voit midi à sa porte. Euh, pour beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, LinkedIn, c'est un canal de business. Donc, à un moment donné, si tu veux obtenir des leads, il faut te mettre devant les yeux de ces leads-là. Tu vois, il n'y a pas le choix. Donc, à un moment donné, en fait, si tu passes une fois par semaine et que ton concurrent passe 5 fois par semaine, il y a de grandes chances que son contenu soit beaucoup plus vu que le tien. Ça, c'est un problème. Et oui, bien sûr que certains voudront éviter, tu vois, d'être dans le bruit et de s'élever un peu au-dessus de la mêlée. Mais la vérité, c'est que, tu vois, moi, je fais, je sais pas, entre 200 et 300 000 impressions par mois sur LinkedIn, que ces 200, 300 000 impressions me rapportent 15 leads par mois, et que, bah, en fait, si je fais moins, j'ai moins de leads, point. On peut expliquer ce qu'on veut, tu vois, c'est assez factuel. Donc, ça dépend aussi des objectifs. Si si la question c'est est-ce que tout le monde doit bourriner sur LinkedIn, je pense pas tout le monde, mais je pense que s'il y a des gens qui veulent faire en sorte que LinkedIn soit un canal d'acquisition, oui, je pense qu'il faut un peu envoyer de volume. Ouais. Ok. D'ailleurs, en parlant de volume, justement, ça fait une bonne passe décisive vers ma question suivante. C'était justement sur la cadence et le timing des publications. Parce qu'on maintenant, on sait en gros comment avoir un beau profil, comment faire un bon post, en tout cas les grandes règles à suivre. Maintenant, c'est un peu quelle cadence on s'impose. Est-ce que d'ailleurs, faut s'imposer une cadence selon vous? Ou au contraire, si on commence, est-ce qu'il faut pas y aller au feeling? Et surtout le timing, c'est-à-dire les heures. Est-ce qu'on publie déjà plusieurs fois par jour? Si on publie une fois par jour, à quelle heure? Bah, ça, Mathieu, tu pourras compléter si besoin. Mais grosso modo, par rapport à tout ce qu'on peut dire aussi, même à travers l'équipe, dans nos coachings, c'est que oui, il faut se tenir, il faut déterminer un nombre de posts que tu veux publier par semaine. Ça, c'est Hmm. obligé. Parce que si tu te fixes pas cet objectif, tu le feras jamais. Tu diras, bah, je le fais demain, je le ferai après. Et résultat, bah, tu le Ouais. fais jamais. Nous, ce qu'on conseille, c'est entre un et 3 par semaine. Parce que au-delà, ça, ça prend énormément de temps et tu le tiendras jamais sur la longueur. Donc, entre un et 3 par semaine, déjà, c'est très bien. Par rapport à ça, déjà pour t'habituer, pour pas te dégoûter de LinkedIn, parce que tu en as beaucoup qui vont publier 2 fois par jour pendant un mois et puis après tu les vois plus pendant 6 mois. Tandis que la Ouais, c'est personne vrai. qui va publier que une fois par semaine sur 6 mois, bah, elle sera beaucoup plus visible sur le long terme. Ça, premier élément de réponse. Le deuxième, sur l'heure de publication, il y a beaucoup, tu vois, beaucoup de stats, d'études passées, publiées entre 10h30 et 10h45 le mardi, etc. En vrai, nous, par rapport à toute la donnée et la data qu'on a, ça a très très peu d'impact que ton post soit Hmm. publié à 7h du matin ou à 20h. Forcément, ça peut jouer si tu publies un samedi soir finale de Coupe du Monde où il n'y a personne sur LinkedIn, mais en généralité, ça aura pas beaucoup d'impact. Si ton post y est bon, il fera la visibilité qu'il doit faire. S'il est pas bon, bah, il fera pas de vue. Grosso modo, c'est ça. Ok. Ouais, et puis pour rebondir là-dessus, c'est exactement ça, parce qu'en fait, si la finale de Coupe du Monde et que tu fais une analyse marketing de la pub de la mi-temps de la Coupe du Monde, fais-moi confiance que ton poste il a de grandes chances de partir. Et pour revenir sur ce qu'a dit Justin, c'est très juste.
En fait, si tu démarres, tu n'as jamais pris la parole et que tu commences à publier 5 fois par semaine, il y a de grandes chances qu'au bout d'un mois ou deux, tu arrêtes. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est de monter en charge progressivement. Si tu postes une fois par semaine, bah, essaie de passer à 2-3. Si tu es déjà à 2-3, essaie de passer à 4-5. Si tu veux encore plus de, de résultats, essaie de poster tous les jours. Mais en fait, le plus important, tu vois, c'est que là-dessus, bah, le plus tu postes, le plus tu es visible, quoi. Hmm. Donc, à un moment donné, c'est une question de moyens, de temps. Parce que faut pas oublier un truc important, c'est que pourquoi on poste sur LinkedIn? Bah, en fait, on poste sur LinkedIn pour que nos prospects, ils voient notre gueule. Et surtout, ils voient nos clients, nos use cases, notre expertise, nos avis sur le marché. C'est-à-dire Mhm. que la création de contenu, ça va faire partie d'une stratégie globale sur LinkedIn avec le développement du réseau, avec le community management, avec la prospection et le setting qu'il faut mettre en place. Et donc, euh, si on se dit que l'objectif c'est d'être le plus visible sous les yeux de ses prospects, on voit bien que si on publie une fois par mois, on va avoir un problème. Mais encore une Ouais. fois, ça dépend de qui tu es. Parce que si tu es le CFO ou le DAF d'un grand groupe, si tu es fondateur de start-up, si tu as une ETI, si tu es BizDev dans une TPE, bah, ça ne sera pas les mêmes enjeux. Donc, Hmm. Ok. Non, mais très clair. Moi, je me souviens quand j'ai commencé LinkedIn, c'était il y a, je sais pas, peut-être 4 ans à peu près, en même temps que j'ai commencé ouais, le SEO. Il y avait un peu, alors je sais pas si c'était vrai à l'époque ou pas, mais on disait attention, faut pas que les posts se cannibalisent, c'est-à-dire faut pas en publier de manière trop rapprochée, sinon le reach du premier va être impacté par le deuxième, etc. On disait aussi, je me rappelle, enfin ça me vient en tête, qu'il fallait pas mettre de lien dans le corps du post, plutôt en commentaire, etc. Est-ce que ces deux choses-là, c'est toujours d'actualité ou pas forcément? je Bah, suis chaud de répondre. t'as dit quoi, Tu veux Mathieu? y aller, Jules? J'ai dit, Vas-y, je vas-y, suis je chaud d'y compléterai aller, parce que mais je pense que Mathieu et moi, on a un avis déjà un peu différent sur cette question aussi. c'est possible. C'est possible. Sur la cannibalisation, alors en fait, le sujet il est un peu plus complexe que ça. Si Antoine, demain, il poste une fois par an, il y a de grandes chances que ce soit un événement, ce poste. Et que donc, tout son réseau interagisse. Et que donc, Mhm. en moyenne, il ait un niveau de reach très important. S'il publie une fois par jour, l'impact de chaque poste sera moindre. Par contre, au bout d'un moment donné, ce qui va se passer, c'est l'inverse. C'est qu'au début, tu vois, quand tu vas augmenter ta fréquence de contenu, le reach en moyenne va un peu baisser. Mais après, ça fait une courbe un peu en U et ça repart à la hausse très fort. Donc, est-ce que les posts se cannibalisent? Non. Pourquoi? Parce que même si, à force d'être présent, tu as un reach moyen qui baisse, il faut savoir que le cycle de vie de chaque post est indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, LinkedIn, il va montrer un post, il va pas se dire Mhm. oh, il y a Justin qui a posté un autre post, vite, je vais kill l'ancien et je vais montrer le nouveau au réseau. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre comment la vie d'un post fonctionne. Un post, il est montré à ton premier réseau 100 personnes. Il y a du like, il y a du commentaire, il est montré à ce réseau de ce réseau-là, au réseau de ce réseau-là, au réseau de ce réseau-là. Et s'il y a de plus en plus de likes et de commentaires, là, les posts, ils partent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce que des posts partent viraux sur LinkedIn? Parce que le post, en fait, il rebondit sur des bulles de réseau toujours plus éloignées. Ton premier réseau like et commente, ton deuxième réseau, c'est-à-dire le réseau de ton réseau le fait, le troisième aussi, etc., etc. Et donc, en fait, tu Mhm. peux complètement avoir deux posts qui ont une trajectoire complètement différente et un post qui continue de partir viral et un post qui ne fonctionne pas alors que le post qui part viral, il a été fait avant. Mhm. Donc ça, c'est pour te répondre sur la cannibalisation. Il y a pas mal de gens qui ont documenté ça très bien en publiant plusieurs fois par jour. Donc Mhm. là-dessus, je pense qu'on dit pas trop de conneries. Et sur les liens externes, bah, en fait, je suis désolé de le dire, mais statistiquement, ça explose le reach d'un post. Donc Mhm. ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats, ce qu'on voit pour nos clients et tout. Après, il y a quand même 2-3 cas où
c'est pas une science exacte. Premier cas, c'est si on a un vrai enjeu uniquement de conversion et que je fais un post juste pour que les gens cliquent sur mon lien, là, je peux Ouais. entendre avec une bonne créa. Si l'objectif derrière, c'est de mettre des ads dessus, notamment les TLA, qui est un nouveau format LinkedIn qui permet en fait, de sponsoriser via ta page d'entreprise des posts personnels, ça fonctionne très bien. Et dernier use case qu'on a eu, c'est si tu es vraiment sur un niveau personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je fais un post avec un lien, bah, le post il aura 5 à 10 fois moins de reach que mes posts d'habitude. Sauf qu'en fait, un certain niveau d'engagement sur un niveau personnalité, sur un niveau de personnes qui ont 50, 100 000 abonnés, tu vois, qui font 200, 500 likes plus par post, bah, en fait, ça vaut complètement le coup de mettre un lien parce que ces niveaux de reach vont pas baisser tellement qu'il a de l'engagement. Mais Ok. pour le commun des mortels, c'est pas une très très bonne idée. Et moi, je voulais compléter un petit peu, du coup, par Vas-y, rapport à Gilles, vas-y, ça. vas-y, vas-y. En fait, c'est pas tant le lien qui impacte dans le post, qui impacte ou non. Quand tu ouvres un post LinkedIn, quand tu cliques sur lire la suite et que tu vois un lien bleu en bas, bah forcément, tu as l'impression que le post il est un peu plus promotionnel. Mais en soi, Mhm. c'est pas le lien en tant que tel qui fait que le post aura moins d'interaction. Le fait qu'il soit mis en premier commentaire, c'est pas pour dire ah bah au moins il est pas dans le post, etc. Il est en commentaire. C'est juste pour que en fait la durée moyenne sur le post de la personne qui regarde soit plus élevée. Et qui dit dwell time plus élevé dit bah forcément plus d'impression, il est plus montré. Donc en fait c'est ça Mhm. vraiment qui change, c'est pas le fait d'avoir un lien ou pas un lien, parce qu'ayant fait, enfin nous on a testé aussi, c'est les liens qui soient mis à la fin, au début. D'ailleurs, si le lien est mis en troisième ligne, des fois, il y a beaucoup plus de clics aussi sur ce lien. En fait, c'est comme disait Mathieu, ça dépend vraiment de l'objectif. Si c'est un objectif de Ouais. conversion, moi je suis plus d'avis de le mettre dans le post et même le mettre le plus haut possible dans le post, pas mettre forcément à la fin. Ça, c'est dans un objectif de conversion. Après, ça dépend toujours de l'objectif, mais grosso modo, il y a toutes les infos là. Et ça, c'est la clé parce qu'en fait, quand tu as compris que c'est pas une question de lien, mais une question de dwell time, c'est la clé des réseaux sociaux. Ouais, la question, c'est comment est-ce que je fais pour faire rester mon lecteur le plus longtemps possible sur mon contenu. Mhm. Et ce qu'a dit Justin est hyper pertinent, c'est pour ça qu'il est bien meilleur que moi d'ailleurs sur ces sujets-là, c'est que en fait, si ton lecteur, tu l'envoies vers un autre site, il se casse de LinkedIn. Et donc, il se barre en fait de ton post et donc ton dwell time s'écroule. Et c'est pour ça Mhm. d'ailleurs que parfois vous avez, pour un même nombre de likes et de commentaires, même nombre d'interactions, des posts qui font 5 à, enfin, je veux dire, 10 fois le reach. Parce qu'il y a un post en fait où les gens ont lu, ont pris le temps, se sont intéressés, et d'autres, ils ont juste liké pour une accroche ou pour un contenu, type photo. Ok, super clair. Bah, c'est trop marrant parce que j'ai deux exemples en tête là de ce que j'ai fait sur LinkedIn. Alors un récent, très récent, et l'autre un peu moins. C'est que j'ai fait un post récent là sur un outil SEO et mon but c'était vraiment la conversion parce que c'est un outil qui vient de sortir et moi je fais de l'affiliation vers cet outil-là et donc dès l'accroche en fait dès le hook tu as une première phrase, la première ligne c'est le hook classique donc cet outil est sorti hier, il va révolutionner votre SEO et celle d'en dessous, c'est des contenus optimisés en quelques clics, 2 points. Et là, je mets mon lien affilié direct. Et j'ai bien vu, je m'attendais à ce que le post ne fasse pas énormément de stats. Là, je suis à 3000 impressions, mais du coup, ça me va tout à fait. J'ai fait 30 likes, 3000 impressions. Bon, voilà, je sais que mes posts, en général, je peux aller bien au-delà sur les posts vraiment faits pour la perf LinkedIn. Et ça me va tout à fait. Et à contrario, j'ai un autre exemple, c'est que je me rappelle qu'il y avait une fois, enfin, il y a certains posts où je fais genre, voilà, les 7 meilleurs outils SEO gratuits, etc. Et là, je fais un listing, c'est le genre de post qui marche, je trouve, plutôt bien là depuis quelques mois, un peu valeur ajoutée, etc., mais facile à comprendre. Et là, j'avais mis plein de liens externes à chaque fois, mais vers en fait des ressources YouTube gratuites de vidéos tuto que je fais. Et en fait, j'ai été surpris de voir que, en fait, je me suis dit, de toute façon, le post, ajouter ces liens externes-là, c'est pertinent, c'est gratuit en plus, ça fait pas trop commercial. Et justement, je trouve que le reach était plutôt bon là-dessus. Alors que dans les faits, si tu regardes le truc objectivement, il y a peut-être 5 liens externes sous un seul et même post. Mais bah, peut-être j'avais fait un carrousel et puis c'était dans le corps du truc, c'était pertinent et j'ai trouvé que le reach était vraiment plutôt bon, quoi. Après, quand tu as un lien, ce qui est surtout important de le faire, c'est de le traquer, hein, parce que mettre un lien pour mettre un lien, tu sais pas aussi. Tu vois, là, ça aurait été hyper intéressant de traquer tous tes liens vers tes ressources
pour voir si tu avais beaucoup de clics, parce que tu peux avoir pas beaucoup d'interactions, une trentaine, mais si derrière tu as 100 clics sur chacune des ressources, bah tant mieux, tu vois, Ouais, c'était l'objectif du post. bah c'est ça. C'est clairement ça. Bah, surtout là sur le dernier, le lien affilié, en vrai, je pourrais peut-être regarder dans mon dashboard d'affi. À mon avis, j'aurais sûrement des stats là-dessus. Mais, ouais, en tout cas, ça fait des commissions, je suis content. Sinon, je voulais savoir un peu parce que on le sait en fait, enfin, pour un même sujet, une même idée de post, le fait de choisir une accroche, une photo pertinente, ça va quand même. Tu peux passer d'un post qui fait pas beaucoup de reach à beaucoup de reach. Mais j'ai quand même l'impression que l'idée du post en tant que telle, elle est aussi importante que si là j'ai une idée de post, je sais pas, je vais parler des meilleurs outils SEO gratuits. Je sais que globalement ça peut bien marcher. Versus, je peux avoir une idée de post un peu plus nul, genre je fais un vieux sondage sur un sujet de niche qui concerne que les tops experts SEO. Et du coup, ma question, c'est enfin, comment vous faites vous pour trouver justement des idées de post qui marchent ou même des accroches directement? Je sais pas si vous avez un petit process à nous partager pour ceux qui débuteraient, euh, peut-être analyser des profils ou autre. J'y vais, Oui, Mathieu. vas-y, enjoy. Euh, alors, comment trouver les idées de poste? Déjà, ça passe. Bon, là, je te parle par rapport avec les clients. En fait, c'est le Mhm. fait déjà de partager, d'échanger, de comprendre. Tu vas avoir plusieurs idées qui vont venir naturellement. Le tout, c'est dès que tu as une idée, même si tu la sens pas pertinente, il faut la noter. Tu la notes, tu la notes. Ok. Tu publies comme ça, from scratch, dès le début. Au bout d'un mois, tu vas avoir un peu des thématiques qui reviennent et des sujets qui vont performer un peu plus que d'autres. L'objectif, à partir de ça, de cette analyse, c'est toi de déterminer trois thématiques clés ou trois axes sur lesquels tu peux aller. Tu vois, typiquement, toi, Paul, ça pourrait être bah, l'entrepreneuriat, enfin solo entrepreneuriat, ça pourrait être le SEO et ça pourrait être, tu vois, tu voyageais beaucoup, le voyage. Tu as ces trois Mhm. sujets-là. Et à partir de ces trois sujets-là, bah, après, c'est avec de la veille, de voir ce que les autres y font, avec ChatGPT, avec ton cerveau, avec échanger. Tu as des sujets qui vont revenir, tu creuses tes sujets et c'est comme ça que tu verras les sujets que tu vas pouvoir réutiliser ou non. Mais Ok. en fait, il faut tester. En fait, tu sais pas si le sujet il va fonctionner avant de le faire ou s'il y a pas d'autres sujets qui fonctionnent. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est d'avoir un peu une veille, une visibilité sur l'international, parce que si ça marche dans les autres pays, il y a de fortes chances que le sujet il plaise aussi en France. Et après, Mhm. surtout à adapter l'angle, etc. C'est sur tous les angles, mais sur un même sujet, tu vois, sur travailler, bah, nous typiquement sur le télétravail, il y a tellement de sujets de déclinaison possibles. Euh, mais on n'a pas un process de se dire, ah bah tel sujet. Après, à force, nous, l'avantage, c'est à force d'avoir des différents clients de différents secteurs d'activité, il y a des sujets qui sont communs à tous, Ouais. euh, des grandes thématiques qui sont communes à tous. Donc ça aide. Mais en fait, il faut tester, analyser et réessayer. Ouais, exactement. Ok. On a des formats, tu vois, on se rend compte qu'ils finissent par fonctionner pour tout le monde, donc on les fait pour nos différents clients. Euh, Puis bon, le sujet, c'est toujours de se dire, en fait, quels sont les sujets qui vont servir à l'incarnation de ma marque, quels sont les sujets qui vont servir à mon business. Euh, et, euh, et tu te rends bien compte que si ton enjeu, c'est de devenir l'expert numéro un du SEO, bah, vraisemblablement, il va falloir parler un peu de SEO, quoi. Ouais, clairement. Et tu vois, Ok, ça typiquement, marche. on en reparlait avant, mais tu vois, toi, aujourd'hui, Paul, tu es connu sur le SEO, donc tu vois, t'aurais pas forcément. Ton enjeu, ça serait. Tu vois, par exemple, si on devait te coacher, ton enjeu, ce serait pas forcément de développer ton contenu sur le SEO, forcément, mais ça serait plus d'aller chercher encore plus de visibilité là où tu stagnes un peu. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. tout le monde qui fait du SEO, la majorité, ils te connaissent. Donc, en fait, ils savent que tu es expert dedans. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher les gens qui sont pas experts dans le SEO, tu vois, d'autres boîtes qui t'ont jamais entendu parler, etc. Et ça va passer bah, par ton contenu storytelling, entre guillemets, par ton contenu lié au voyage, par tes outils que tu partages, etc. En fait, le pourcentage par Ouais, ok. thématique, il évolue selon ta visibilité. Hmm. Ok, non, super intéressant. Bah, c'est cool parce que ça fait un peu écho à ce que j'essaye de faire. En fait, j'essaie de faire un peu, enfin, pas moitié-moitié, mais enfin, si presque, entre un peu les posts hard skill. Pour autant, quand je parle de SEO, déjà, j'essaie de faire des trucs vraiment
assez compréhensible. Bon, après, j'ai mes formats un peu rigolos et tout, mais je veux dire, là, par exemple, j'ai fait un carousel, voilà, et 7 outils SEO que tu connais pas, ce genre de truc, je sais que pour le grand public, ça peut bien marcher, quoi. Présenter des outils, expliquer simplement ce qu'ils font. Et d'un autre côté, faire des posts un peu plutôt sur la partie freelance, quoi. Donc, raconter quand il m'arrive, je sais pas, une galère. Ça, d'ailleurs, c'était dans mes top posts qui ont le plus marché. Je crois le top 2 ever de mon profil, c'est genre ce client me doit 4 000 €. Je sais que je les aurai jamais, tu vois, en mode impayé. Du coup, bah, évidemment, ça fait pas mal de réactions et tout. Et j'essaye d'en faire, hein, mais voilà. Donc, je fais un peu un 50-50. Mais en tout cas, merci pour ces conseils. Franchement, c'est top. Qu'est-ce que, Euh, qu'est-ce que vous pensez du coup d'aller récupérer des postes genre US, de les traduire et de les mettre sur le marché français ou de les retourner un petit peu pour le marché français? Moi, j'en pense rien. T'en penses rien, t'as dit, C'est-à-dire que, Mathieu? en fait, ouais, j'en pense rien parce que, non, ce qui est important, c'est de s'inspirer, tu vois, de ce qui fonctionne. Si tu vois une bonne idée, derrière, tu te la réappropries, là, ça fonctionne. Mais si tu fais un copier-coller d'un poste qui a été fait par quelqu'un d'autre, bah, vraisemblablement, ça va pas fonctionner, tu vois. Il faut quand même réussir à un moment donné, ce qui est difficile aussi dans le contenu, du contenu de manière générale, je parle pas que du chez LinkedIn, mais c'est d'y mettre sa patte, sa touch, sa personnalité. Et une fois que tu as réussi à créer ça, il faut absolument réussir à la garder parce que ça crée quelque chose d'assez authentique. Donc, moi, je pense que s'inspirer, c'est évidemment essentiel et pour tous les sujets de business, pas que le contenu, mais il faut se le rapproprier, évidemment. Tu vois. Oui, et Sinon, puis ça va être un problème. faut pas se mentir. Aujourd'hui, toutes les infographies ou schémas que tu vois sur LinkedIn, elles ont été reprises par quelqu'un ou elles ont été traduites par des Français qui étaient à la base sur le marché américain. Tous les gros comptes aujourd'hui, LinkedIn, la majorité font ça, hein. Reprennent des infographies qui ont fonctionné ailleurs, les réadaptent et, euh, et voilà. Ok, ok, ça marche. Moi, je voulais savoir, on a parlé un peu de format de poste, notamment parce que, en fait, bah, comme tu l'as dit, vous avez accompagné pas mal de clients. D'ailleurs, j'en profite, je fais un call to action vers Linker, hein, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, il y aura évidemment un lien dans la description, en plus des liens vers vos profils. Merci, Donc, si ça vous fait voulez regarder plaisir, ce qu'ils ça. font, Ça fait ouais, c'est plaisir. normal, c'est Ça normal. fait plaisir. Mais donc, comme vous avez beaucoup de use cases, vous avez identifié des formats de posts qui marchent bien. Est-ce que justement, il y en a un où vous vous dites, celui-ci, ce format-là, il a quand même un rapport temps-résultat qui est très très cool. Moi, Justin, j'ai un peu une philosophie là-dessus, donc je peux la partager, mais ça va être un peu plus long. Euh, Parce qu'en fait, cher ami, tout dépend de là où tu pars. Je m'explique. En 2025, l'un des formats qui est le plus mis en avant, c'est la vidéo. Évidemment. Parce qu'il y a le nouveau feeling qui vient de sortir en vidéo. Parce que les vidéos, aujourd'hui, c'est plus de 25% de reach en moyenne euh, suite aux dernières mises à jour. Parce que c'est un format qui humanise, parce que les gens y passent du temps, etc. etc. Maintenant, en fait, si tu n'as jamais fait de vidéo et que tu n'as pas de contenu vidéo disponible, en fait, c'est chaud, quoi. Tu vas vraiment mettre un temps de malade mental à créer ça pour un rapport temps résultat qui ne sera pas terrible. Alors que si tu es très fort en infographique, carousel et photos, là, tu vas gagner du temps, tu vas être très efficace. Donc, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à réfléchir le contenu d'un point de vue machine de contenu, machine d'acquisition. Comment est-ce que je peux faire pour partir peut-être d'un contenu un peu plus long, soit un script de vidéo YouTube, peut-être un épisode de podcast, pour en découper plusieurs newsletters, pour en découper plusieurs posts LinkedIn, pour en découper plusieurs tweets. Et en fait, si on suit ces dynamiques-là, pour quelqu'un qui a un podcast, par exemple, comme là on est en train de faire, en faire des capsules vidéo qu'on va pouvoir partager sur TikTok, Insta, YouTube Shorts et sur LinkedIn, tout de suite c'est beaucoup plus simple. Donc ça dépend beaucoup, je pense, de la situation contenu. Mais il faut voilà, avoir cette vision du contenu au global et se dire, en fait, j'ai une idée, comment est-ce que j'en fais plusieurs contenus. Mais évidemment qu'en 2025,
et nous, on le fait pour nos clients et on reprend à nos clients. La vidéo, c'est un format qui fonctionne très bien. Maintenant, il faut être en capacité de pouvoir le faire. Ok, ok, super clair. Et par Justin, contre, est-ce que tu avais une... Ouais, excuse-moi Mathieu. juste pour, je sais pas, Justin, je te laisserai rebondir évidemment, mais les formats texte plus photo fonctionnent toujours, carrousel fonctionne toujours, les sondages reviennent un peu quand même. Aujourd'hui, l'ensemble des formats, enfin, en fait, aujourd'hui, je peux te trouver des profils qui font qu'un certain type de format et qu'on vont mieux performer que d'autres. Donc, ce qu'il faut, c'est varier les formats. Et tu vois, si tu postes que des carousels tous les jours, ça va saouler les gens. Alors que si dans une semaine, tu fais un carrousel, une infographie, texte photo, une vidéo, bah, tu as de grandes chances d'avoir euh, une attention qui soit importante sur ton contenu. Parce que tu diversifies. Hmm. Ouais, bah Mathieu, il a tout dit. Peut-être pour compléter un petit peu, si forcément tu es designer ou tu travailles dans le design, tu auras tout intérêt à faire que des carousels et des infographies pour à la fois montrer ton expertise. Par contre, en temps passé, résultat, bah rien ne vaut un texte plus photo, hein. Honnêtement, avec l'habitude, en 20 minutes, le post il est rédigé. Ouais, Tandis qu'un ok, carrousel aujourd'hui, ça dépend si tu es bon ou non, mais tu peux facilement mettre 1 heure à le faire, hein, si tu Ouais, démarres hmm, de beaucoup zéro. plus. La plupart des gens qui posent des carousels, ils vont mettre plusieurs heures. Mais encore une fois, si c'est ton métier ou que tu es designer, tu vas mettre 5 fois plus de temps. Et pareil, le gars qui est vidéaste, bah forcément que, tu vois, nous, on fait de la vidéo, bah, on a plein de vidéos. Donc, c'est facile pour nous, tu vois. J'ai ma chaîne YouTube, il y a plein de trucs. Donc, pour la personne dont c'est pas le métier, c'est plus compliqué. Donc, il faut s'adapter aussi à ses forces. Mais oui, la vidéo en 2025 sur LinkedIn est une grosse tendance. ok, super intéressant. Euh, Alors moi, je voulais savoir aussi, c'est quoi parce que là, il nous reste à peu près 10 minutes, quels sont les tops outils que vous utilisez, vous, le plus? Parce que j'y ai pensé, bon, c'était prévu dans le plan, mais j'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait de trouver des idées, d'analyser les profils des gens. Moi, par exemple, j'ai aucun outil où je peux voir les top posts des gens et analyser un peu lesquels marchent le mieux pour eux. Est-ce que vous avez des outils comme ça? Et puis, de manière plus générale, hein, lesquels vous utilisez, vous, au quotidien pour faire votre prestat? Moi, juste, je te laisse. Ouais. Moi, honnêtement, j'utilise pas enfin, bien sûr, j'utilise Slack, Notion, etc., les basiques. Euh, En termes pour m'aider au travail quotidien, bah forcément ChatGPT pour te donner pas mal d'idées, pour te donner des pistes de réflexion, etc. Et surtout Mhm. pour la veille, tu vois, alors à moins que j'ai pas connaissance, mais il n'existe pas un site qui te dit bah, c'est quoi les meilleurs posts de la journée qui ont été publiés, par exemple. Mais ça serait très bien. Comment on fonctionne? Nous, entre guillemets, chez Linker, on a un peu une petite mafia. C'est par thématique, par secteur d'activité. On sait les comptes, les plus gros comptes par secteur d'activité. Et en fait, régulièrement, tu suis les comptes où tu vas voir ce qu'ils ont fait comme contenu. Tu vois ce qui a bien fonctionné. Si une thématique a énormément fonctionné sur un gros compte, ça fonctionnera aussi sur le tien. Et après, Mhm. pour l'international, Perplexity, ça c'est pour la veille, ça c'est hyper, enfin c'est vraiment très très bien l'outil. Donc c'est de la veille, enfin franchement il te donne tout, pas forcément que sur LinkedIn, mais pour multiplateforme, c'est selon moi le meilleur. Ouais, Ok. j'en ai fait un post justement lundi sur pas mal d'outils. En fait, tu as plein d'outils qui sont bien pour planifier, pour avoir des idées, pour t'inspirer, pour automatiser. Mais nous, on est un peu chiant chez Linker, puisqu'en fait, on a créé un peu une tech en interne, notamment sur Notion. En Ok. fait, toute la partie dashboarding et reporting résultat elle est faite sur Notion. La veille, on a une veille aussi automatisée, comme disait Justin, sur Notion avec tous les secteurs. Et en fait, parce qu'on a aussi la partie RP, donc on a aussi la veille média qui est automatisée et qui tombe tous les jours sur Slack. On a, on a un partenariat avec la Growth Machine, qui est un outil de prospection. Donc on est Mhm. partenaire avec eux. Euh, on est partenaire aussi avec un autre outil plutôt là pour les COMEX, donc les corporates, qui s'appelle Amazing Content, que je peux recommander. Mais
Tu vois, moi, je pense que les sujets d'outils, c'est souvent des faux problèmes, quoi. Ouais, ouais, en fait, enfin, globalement, tu peux faire déjà du bon job sans aucun outil, juste en analysant les profils Ah manuellement. ouais, en fait, ChatGPT peut t'aider pour les idées. Ton espace Notion va t'aider à structurer ton contenu et ton planning éditorial. Non, le problème, non, nous, qu'on remarque, 99% des cas, c'est que les gens ils lâchent Hmm, ou Ouais, qu'ils perdent le rythme. Tu vois, nous, on a des dirigeants. LinkedIn, tu as un canal d'acquisition, mais en fait, à un moment donné, ils ont plus le temps. Du coup, ils lâchent LinkedIn et ils ont moins de leads. C'est catastrophique. hmm. Tu vois, ça le sujet. C'est ouf parce que c'est un principe qui est archi vrai aussi en musculation. Et je me rends compte à quel point c'est pour tout. C'est que la base de la base, le truc numéro un que tu dois optimiser, c'est ton adhérence, c'est le fait que tu vas tenir l'habitude sur le long terme. Et en muscu, l'écho, ce serait, bah voilà, te prends pas la tête avec faire cet exercice sous tel angle précis, etc. Oui, pourquoi pas, ça peut t'apporter un petit plus, mais déjà de base, va au sport pendant Va 5 à ans la d'affilée. salle. Ouais, C'est c'est ça. exact. Mais va à la salle. Et c'est juste ça, quoi. Et tu vois, Usain Bolt, il est champion du monde du 100 mètres. Il a le droit de passer 2 semaines à choisir la meilleure paire de pompes pour sa course. Toi, si tu passes 2 semaines à choisir ta meilleure paire de pompes pour ta course, tu vas pas faire grand-chose dans ta vie, quoi. C'est hors sujet, quoi. Exactement. Ouais, super pertinent. Je vais faire un tout petit rappel. Je rappelle les trois sponsors du podcast, donc Odo Switch, Linkuma et Totesio. Je rappelle pas ce qu'ils font. Je pense que vous savez tous très bien depuis les épisodes, mais en tout cas, vous avez 3 liens qui se trouvent dans la description. Et pour terminer, moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez une astuce peu connue à nous partager concernant LinkedIn? Alors, je sais pas si vous y avez déjà réfléchi en amont ou pas. Moi, j'ai un truc, mais je sais pas si tu veux commencer le jeu. Euh, Bah, je vais commencer. Il y a peut-être un petit truc euh, qui fonctionne pas mal d'ailleurs pour rebondir avec ce que vous faites sur le référencement. Quand vous allez sur votre profil, à droite, vous avez un lien qui est défini par LinkedIn. Vous pouvez modifier la langue ou le lien. C'est Mhm. indiqué profil public et URL. Et en fait, ce lien, vous pouvez le modifier. Alors, quel impact va avoir quand vous modifiez ce lien? C'est vous pouvez ajouter un mot-clé à la fin de votre nom. Par exemple, vous pourrez ajouter SEO, SEA. Et le fait, quand les gens vont taper sur LinkedIn ou sur Google, votre profil remonte plus facilement. C'est une petite Ok. astuce, mais sinon, j'en vois pas tout de suite, j'en vois pas forcément d'autres. Ok, ça marche. Mathieu, t'avais aussi un truc où c'était la même chose ou autre chose? Ouais, non, moi, mon sujet, c'est il faut penser LinkedIn comme un canal d'acquisition. Pour ça, il y a 5 étapes. J'optimise mon profil, je crée du contenu, je développe mon réseau, je fais du community management et je vais prospecter et je vais setter mes cibles. Si tu fais pas Ok, ces 5 trucs-là, tu vas mettre beaucoup plus de temps que les autres. Parce que oui, tu peux obtenir des leads grâce au contenu qui peuvent tomber, évidemment. Mais en fait, euh, il faut penser LinkedIn comme un canal. Donc un canal, ça s'optimise. Et en bonus, si on peut faire des ads, c'est encore mieux. Et moi, dans les erreurs que je vois trop souvent, c'est que bah, la magie, c'est de réussir à réchauffer ses prospects pour influencer le cycle d'achat en B2B. Si tu fais pas de contenu, tu es moins crédible. Si tu vas pas à la chasse, en fait, et tu vas pas essayer de parler à tes prospects, tu crois qu'ils vont venir tout seuls tout de suite? Eh ben non. Et donc, moi, faut pas oublier que le contenu s'inscrit dans une stratégie plus globale. ok, ok, trop cool. Et bah, je sais pas Antoine si t'avais d'autres questions. Moi, j'y en avais 2 autres, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les traiter ici, sachant que vous êtes pris à 15 heures après, vous êtes jusqu'à 15 heures. Antoine, est-ce que tu avais une dernière petite question, si jamais? Sinon, je pense que Non, on peut. bah, en tout cas, merci beaucoup à Mathieu et à Justin d'être venus sur MVP. Et ouais, donc moi je Merci à travaille vous. aussi, je suis client de Linker et franchement je confirme, ça c'est vraiment agréable d'être accompagné.
d'autant plus que c'est Justin qui nous accompagne. En fait, on est sur un modèle coaching. Je pense que vous avez plusieurs niveaux. Et le coaching, Ouais. c'est vraiment bien parce qu'en fait, il y a un aspect rigueur que moi, j'ai pas. Que je pense beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas parce qu'ils n'ont pas le temps et du coup ils mettent un peu ça sous le tapis. Ils ont un rendez-vous une fois par semaine, t'as pas le choix, avec un expert et du coup tu passes 1 heure à vraiment préparer les posts et tout et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa quoi. Et justement, je complète. Est-ce que tu as vu un avant-après pour l'instant, entre le début de la presta et maintenant? Ouais, déjà. Alors après, on a encore des trucs à améliorer. De toute façon, je pense que c'est un travail continu sur toute la durée de vie d'un projet. Mais ouais, clairement, même en termes de stats et surtout en termes de direction, tu vois. Je vois qu'on va dans la bonne direction et que les choses se mettent en place. Et je sais pas ce que t'en penses aussi, mais non, franchement, c'est cool, hein. Et encore, moi, C'est j'avais les sûr. codes. J'imagine Oui, un dirigeant qui connaît rien à LinkedIn, la valeur ajoutée, elle est vraiment énorme pour le coup. c'est ça. Ben, merci pour la petite rêve, ça fait super plaisir. Ah, bah, Merci à vous les gars, on espère que vous avez kiffé le podcast. C'était top. Merci pour Ouais, merci pour l'invitation. C'était super l'invitation. agréable. Trop Puis, cool. Merci à vous pour les infos. On a un bon petit guide concret là pour les gens qui veulent se lancer, je pense. On a traité un peu tous les aspects. On n'a pas parlé de prospection, mais bon, je voulais vraiment faire un focus ici plutôt sur la création de contenu un peu organique, j'ai envie de dire. Mais bon, peut-être qu'on reparlera de prospection un de ces quatre. eh bien, avec plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci Ça à roule. tous. On se tient au jeu. salut. Bon après. Salut les gars. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.